Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde consacrée à la RSE sur la thématique transition écologique et RSE, une chance pour l'attractivité. Donc, c'est important. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Rachel Delacour, qui est à ma droite, cofondatrice et présidente directrice générale de Sweep, une licorne française spécialisée dans les logiciels de reporting extra-financier. Fabrice Domange, président de Marsh McLennan en France, courtier américain d'assurance et conseiller en risque, présent dans 130 pays dans le monde. Didier Genois, président MEA Carrier HVAC, une entreprise américaine centenaire, 122 ans exactement, qui fournit des solutions de climatisation, chauffage et ventilation fabriquées dans plus de 40 unités réparties sur les 5 continents, avec une forte présence industrielle en France depuis plus de 60 ans. Bruno Roche, directeur général d'Andritz, Perfauget et senior vice-président de la division internationale non-woven du groupe Andritz, un fournisseur autrichien de solutions pour les secteurs de la pâte et du papier, des métaux, de l'hydroélectricité, de l'environnement et de l'énergie. Enfin, Thierry Troudet est président de France Ecolab, une entreprise américaine leader du développement durable qui propose des solutions et des services en matière d'eau, d'hygiène et de prévention des infections. Ecolab est notamment le leader mondial de la gestion de l'eau et accompagne les entreprises de tout secteur face au défi de la raréfaction de cette ressource stratégique. Mon introduction sera très brève puisqu'on manque un petit peu de temps, puisqu'on a pris du retard, mais je reviens d'emblée sur les critères RSE, qui sont incontestablement un axe prioritaire de la transition écologique en France. Les entreprises ont fait des progrès notables en matière de transition environnementale et énergétique. Elles affichent des objectifs ambitieux en termes de réduction de leur empreinte carbone et de gestion des déchets. Mais combien d'entreprises seront capables de financer l'intégration des critères ESG ? Comment travailler sur les défis de la transition environnementale pour en faire une opportunité d'attractivité ? Donc pour en débattre, je me tourne vers vous, Rachel Delacour. Pourquoi les stratégies RSE et ESG sont-elles si importantes pour l'attractivité de la France ? Les stratégies RSE, en fait, s'inscrivent dans la compétitivité des entreprises aujourd'hui. C'est être compétitif que de comprendre ces datas financières et ces datas extra-financières. On vit dans un monde aux ressources finies. C'est le mandat du PDG, c'est le mandat des high exec des entreprises de comprendre en fait ce qui se passe sur leur chaîne de valeur, ce qui se passe en fait dans leur business et sur leur chaîne de valeur. Et chaque entreprise, elle fait de toute façon partie d'une chaîne de valeur qui est elle-même, globalisation du monde oblige, qui est elle-même en fait très internationale. Donc ce qu'une entreprise va faire pour sa RSE, va impliquer en fait dans ses stratégies globales, de toute façon bénéficie en fait son revenu, bénéficie son accès à du cash à moins cher. En termes de, parce que les banques vont plutôt, les investisseurs aujourd'hui vont plutôt financer ces pratiques-là. Et pour ça, oui, il faut bien comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, on a une chance folle en France, c'est qu'on est aussi européen et qu'on a des cadres de reporting extra-financier. Je parle ce qui est encore vécu comme un méchant mot, un méchant acronyme qui s'appelle la CSRD, mais qui est en fait une chance. On a ce qu'on appelle donc cette CSRD qui vient en fait donner un guide aux entreprises pour reporter sur leurs données extra-financières. Et je peux vous dire que quand vous mettez le nez dans vos données extra-financières, que vous savez que vous allez être, que ces données sont, ce qui vous est demandé est harmonisé, toutes les entreprises doivent répondre de la même manière, vous commencez en fait à vous comparer et c'est là en fait où vous allez forcément, quand vous travaillez avec des clients ou avec des fournisseurs, vous avez une vraie capacité à comprendre qui fait les choses mieux que l'autre et qui, en fait, dans ma chaîne de valeur, qui je vais privilégier dans ma chaîne de valeur. Et le fait que ce cadre européen, en fait, permette aux entreprises d'être plus avancées, finalement, sur ces données extra-financières, amène une réflexion sur des plans de transition plutôt que dans n'importe quelle autre région du globe. Et ça, en fait, c'est un vrai avantage parce que le reste des régions du globe nous l'envient, très sincèrement. Moi, je suis un logiciel, donc je travaille avec des entreprises à la fois américaines, à la fois asiatiques, etc.,
qui ont eux-mêmes leur propre cadre en fait réglementaire, donc de toute façon qui cherchent à travailler avec les entreprises les plus vertueuses. C'est pas juste quelque chose de très franco-français ou très européen. Le monde entier s'organise avec des cadres réglementaires. Donc les entreprises qui s'inscrivent en fait comme les meilleurs élèves parce qu'elles se sont posées des questions. Pourquoi elles se sont posées des questions? Parce qu'elles ont dû reporter et qu'à partir du moment où vous voyez des chiffres, vous vous posez des questions sur « Waouh, je suis peut-être à risque ici, je ne pensais pas que mon carbone il était comme ceci dans telle partie du monde, etc. etc. » Vous faites partie d'une chaîne de valeur. Et donc je pense que ce qui est fait par les entreprises françaises aujourd'hui, à la fois imposé, très clairement, mais qui leur bénéficie in fine, nous rend beaucoup plus compétitifs. Et il faut absolument continuer ça, ces démarches-là. Et moi, je peux vous dire qu'on a beaucoup de clients européens qui sont avancés dans leur démarche. Il y en a beaucoup qui ne nous ont pas attendus, mais qui faisaient ça dans des fichiers Excel, etc., qui étaient compliqués parce qu'il y a de l'audit et co, bref. Ces entreprises-là nous disent, mais on a sous-estimé en fait le ROI de tout ça. Le ROI, parce qu'il y a deux couperets, on a le couperet réglementaire, certes, il y a le couperet réputationnel aussi, le couperet de pouvoir embaucher, etc. Et je suis pas en train je suis pas juste biaisée, je suis pas juste en train de faire un vœu pieux là dans ce que je vous dis. C'est ce que je vois dans ma base client. J'ai du CAC 40, j'ai du FTSE 600, j'ai des entreprises américaines, j'ai des plus petites entreprises, des banques. Je peux vous dire que c'est ce que l'on entend. Donc voilà, je suis là aussi pour en témoigner. Et on a un très bel avenir en France, en Europe, sur ces sujets pour être les entreprises résilientes de demain. On vit tous dans le même monde fini en ressources. Donc c'est ceux qui seront les plus smart, les plus intelligents pour comprendre en fait comment ils peuvent opérer dans 10-20 ans, qui gagneront. D'accord. Pour vous, Fabrice Domange, comment Marsh McLennan accompagne les entreprises dans la collecte de données et l'évaluation de leur politique ESG? D'abord, depuis plusieurs années, Marsh McLennan, on travaille avec nos sociétés en conseil stratégique avec Oliver Wyman, en capital humain avec Mercer, en gestion des risques avec Marsh. Et tous ensemble, en fait, on a une valeur proposition sur les changements climatiques, l'ESG. Donc, par exemple, Mercer, tout ce qui est talent et people, on accompagne beaucoup d'entreprises sur les sujets d'équité salariale, de diversité, d'inclusion, d'engagement collaborateur. Oliver Wyman, conseiller en stratégie d'une manière générale, a aussi une pratique très forte sur comment aider à bâtir différents business models moins carbonés et à se fixer et à piloter les objectifs ESG soutenables. Marsh, qui est le courtier d'assurance et de gestion de risques, travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est exposition des risques climatiques, environnementaux, la protection de la biodiversité, la mise en conformité des réglementations, notamment la directive CSCRD. Depuis 25 ans, Marsh est le seul courtier, par exemple en France et dans le monde, 140 pays, où on a un département totalement dédié sur les risques environnementaux. C'est-à-dire que nos brokers qui travaillent sur le placement de l'assurance ne font que de l'environnement. Et on travaille beaucoup, puisqu'on est comme le premier apporteur d'affaires de tous les assureurs dans le monde, et en France aussi, on place plus de 2 milliards de primes d'assurance en France. On travaille avec les assureurs pour les pousser là-dessus. Notamment, on a poussé les assureurs à faire en sorte que les polices environnementaux prennent en considération le fait de pouvoir réparer les attaques sur la biodiversité. C'est que si jamais il y a des aléas, on puisse vraiment rembourser et réparer la biodiversité. Donc, on a aussi un centre d'excellence mondial en fait de climate sustainability, qui est une création d'une plateforme mondiale sur l'ESG risk rating. Donc on évalue le niveau de maturité de ESG d'entreprise par rapport à ses pairs, on définit et on priorise des meilleures pratiques. On travaille avec les assureurs, je l'ai dit tout à l'heure, on travaille avec beaucoup de start-up, notamment pour les photographies satellitaires ou plein de choses comme ça qui permettent de travailler sur le climat. On travaille avec les éditeurs de solutions et de modélisation et beaucoup avec l'intelligence artificielle. 2 exemples concrets, parce que tout ça c'est des mots, mais récemment, le mois dernier, j'ai regardé, on a fait une mission par exemple sur une entreprise de fabrication des meubles qui importait du bois en Asie. On a travaillé pour mesurer l'impact fournisseur sur la déforestation grâce à des prises de vue satellite sur plusieurs années et un modèle et savoir comment on pourrait changer un petit peu leur supply chain là-dessus. Un autre exemple sur un fabricant de sauce tomate, comment identifier les fournisseurs qui subiront un stress climatique et définir un plan d'approvisionnement alternatif pour ce fabricant de sauce tomate. Voilà ce qu'on fait pour aider toute l'entreprise sur ces sujets qui sont primordiaux en ce moment. C'est très intéressant et justement je passe la parole à Bruno Roche puisque c'est la stratégie adoptée par Andritz.
Pouvez-vous dresser un premier bilan de vos actions sur le terrain pour accompagner les entreprises dans leur durabilité et nous expliquer comment transformer les contraintes réglementaires en opportunités ? Merci pour ces éclairages, parce qu'effectivement, dans la stratégie d'Andritz, la digitalisation est au service de la décarbonation et au service de nos clients, bien entendu. Et nous pensons que le plus gros levier que nous avons pour transformer ces contraintes réglementaires en opportunités, c'est avec nos clients. Alors tout d'abord, nous nous efforçons de montrer l'exemple. Nous reportons pour la CSRD à travers le groupe, à travers le leadership du groupe, qui lui va finalement, étant basé en Europe, demander des critères de ESG à tous les pays. Nous sommes présents dans 40 pays pour faire avancer notre responsabilité dans ce principe. Mais au-delà de ça, il est important que nous travaillions avec nos clients et avec nos partenaires. Et ayant été challengés par nos entités hors Europe, qui comprennent bien les impacts sur nos activités, sur notre business et aussi sur notre compétitivité, nous avons réalisé qu'il fallait se retourner les manches de façon à pouvoir vivre sur la place internationale. Et c'est à fort de cette expérience que nous essayons pour nos clients, avec nos partenaires, de nous investir sur des projets à l'avant-garde des directives, innover constamment, on en a entendu parler énormément ce matin, de façon à devancer, pour ne pas dire presque influencer, les directives de demain. Et ceci, pour ce faire, on s'intègre avec des partenaires sur toute la chaîne de valeur. On est simplement un acteur sur la chaîne de valeur. Et c'est vraiment des opportunités de business que l'on a, des opportunités de business en France, en Europe, mais aussi globalement. Et je vais prendre 3 exemples qui sont aujourd'hui en cours. Il y en a un premier où on a le premier démonstrateur de recyclage textile, donc les textiles que l'on porte, que ce soit en type de fibre, que ce soit en type de couleur. On arrive à traiter d'une manière automatique plus d'1 tonne par heure juste dans le Rhône, avec un premier démonstrateur mondial qui donne l'exemple de ce que pourrait être le recyclage. Et je vous rappelle qu'il y a très peu, 1 ou 2% de textiles qui sont recyclés aujourd'hui. Le deuxième exemple, ça passe dans le Jura. On a décidé d'essayer de commercialiser une technologie qui permet le remplacement de plastique par des fibres de papetière, avec un formage qui est à sec, donc très peu d'eau et très peu d'énergie, pour remplacer par exemple les couvercles que vous avez lorsque vous allez au McDonald's, au Starbucks. Vous utilisez ces couvercles en plastique. Demain, l'ambition est de les mettre avec des fibres papetières, donc bien entendu recyclées, durables, etc. Et on en produit plus de 5000 par heure déjà dans l'usine qui est au Jura. Le dernier que je voulais mettre en exemple, c'est un projet qui devrait voir le jour industriellement en Occitanie, où on veut réutiliser des fibres de chanvre. La France est le 4e producteur mondial de chanvre, et valoriser ça sur du géotextile. On parle beaucoup de pollution dans les océans, mais c'est vrai aussi sur nos denrées, sur nos terres agricoles, où les plastiques aujourd'hui recouvrent nos productions et finalement finissent dans les sols. Donc là, on a plus de 2 millions de mètres carrés par an qui vont être produits pour du géotextile grâce ou à partir du chanvre. Cette approche, en fait, elle nous permet d'être des acteurs forts de l'ESG. Quand il nous permet, ce n'est pas simplement la société Andritz, c'est aussi ses partenaires, c'est aussi ses clients. Et j'insiste sur ces investissements que l'on est arrivé à faire en France. Donc un grand merci au Crédit Impôt Recherche, un grand merci à Business France, à la BPI et autres, bien entendu. Mais le but, c'est vraiment d'être en avance de ces directives, de donner l'exemple depuis l'Europe à ce que peut devenir un marché global. Et donc, ces attentes européennes, ces directives européennes sont très attendues mondialement. Et on se doit, on a une responsabilité mondiale de les simplifier, de les rendre atteignables, de façon à ce qu'aussi les autres pays puissent la suivre. Pour qu'on gagne aussi en compétitivité, il faut que ce soit économiquement viable pour nos sociétés, mais également que nous puissions importer des produits qui répondent aux exigences durables que nous sommes fixées. Merci. Je me tourne maintenant vers vous, Thierry Troudet. Chez Ecolab, quels doivent être les piliers de la compétitivité en France ? Vous m'entendez ? Oui. Grande question. Merci. Très bonne question.
Puis merci aux intervenants précédents qui ont introduit le sujet. Pour moi, on a 3 piliers, on a 3 axes à travailler. Le premier, en mettant un petit peu d'optimisme dans toutes les discussions qu'on a eues auparavant dans les tables rondes précédentes, déjà regarder nos atouts. Et le premier atout qu'on a, c'est l'infrastructure française. Infrastructure française avec une énergie décarbonée, une énergie bas carbone, qui est maintenant abondante, qui est présente. On a eu des doutes il y a quelques mois, mais maintenant, aujourd'hui, on a un petit peu plus de sérénité, donc c'est quand même un élément très important. Des pôles industriels qui sont présents, qui sont disponibles. On a facilité l'accès au foncier, enfin, je pense que c'est évident. Et puis j'aime bien citer quelque chose qui me tient à cœur, ce sont nos IBAC. Alors les IBAC, zones industrielles à bas carbone, qui sont disponibles. J'espère que vous les connaissez tous, c'est Fos-sur-Mer, Marseille, Le Havre, Dunkerque, Saint-Nazaire. Ce sont des zones aujourd'hui qui autorisent le déploiement d'industries qui peuvent nous apporter justement cette attractivité, cette transition écologique, où on est capable aujourd'hui de produire nos biens avec de la souveraineté, mais aussi en décarbonant et en étant attractif. Donc c'est quand même, on a un atout qui est très important, c'est cette infrastructure française qui est présente et on a tendance à l'oublier. Un autre point qui est aussi important, ce sont les régulations, les réglementations. Les réglementations, on a mis des années à comprendre que ce n'était pas que des freins, ça peut être des incitations. Donc on a parlé de la CSRD, c'est aussi une incitation, ça n'est pas qu'un frein, mais aussi tout ce qui a été fait par le gouvernement, par l'administration dans les mois, les années précédentes. Regardez ce qui s'est passé sur l'eau, sur le plan eau, sur la réutilisation de l'eau dans l'agroalimentaire. La France était en retard. Aujourd'hui, on avance très vite parce qu'on est capable aujourd'hui de réutiliser de l'eau dans nos industries. Ça n'était pas possible avant, donc les réglementations avancent. Et pour finir, on a parlé du dossier financier. On a des moyens. France 2030 a été mis à disposition des industriels. La BPI, le crédit impôt recherche, tous ces éléments financiers sont clairement des incitateurs à ce qu'on développe l'attractivité et qu'on développe la transition écologique. Donc aujourd'hui, on a aussi les moyens. Donc si vous combinez l'infrastructure, la disponibilité, la réglementation, les moyens financiers, je pense qu'on peut être optimiste. Alors, il y a aussi le cercle vertueux qu'il faut toujours mettre en avant. Transition écologique peut aussi rimer avec une économie durable et une économie florissante. Donc ce n'est pas uniquement du négativisme sur si je vais sur une transition écologique, je vais perdre de l'argent. On peut aussi avoir des profits dans un environnement qui est écologique. Merci. On passe directement à vous, Didier Genois, puisque vous parlez d'innovation. Donc, Carrier opère dans un secteur où les innovations sont essentielles pour les solutions durables dans la climatisation, le chauffage et la ventilation. Pensez-vous que la France offre des opportunités spécifiques et comment faut-il capitaliser dessus ? Alors, quand vous parlez de solutions durables, très vite on fait le lien avec sortie des énergies fossiles et donc électrification. Je pense que le premier point en France, c'est qu'on bénéficie en France d'une électricité verte et relativement peu coûteuse. Un des soucis, il faut peut-être se poser la question, c'est aujourd'hui elle est indexée sur le prix du gaz. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut garder et pénaliser la France ? Alors qu'on bénéficie de l'énergie verte, probablement une des moins chères en Europe. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, si vous regardez en France, on bénéficie d'un écosystème, que ce soit écosystème éducatif ou écosystème industriel. Donc on a un terreau qui est très fertile et propice, on va dire, en matière de décarbonation pour générer de l'innovation et travailler sur les transitions énergétiques durables et sur l'efficacité énergétique. Donc je dirais qu'on a des choses intéressantes en France. En France, je pense qu'aujourd'hui, pour sortir un peu de la morosité qu'on a eue depuis ce matin, c'est possible de se positionner en tant que leader mondial dans ces domaines-là. Alors peut-être pas la France toute seule, mais au moins la France et l'Europe. Pourquoi ? Il y a une volonté politique en France et en Europe de décarboner et d'avoir, d'ici 2050, des solutions zéro carbone. Donc il faut s'appuyer là-dessus, il faut inciter les stratégies innovantes qui vont dans ce domaine-là. Thierry parlait très bien tout à l'heure d'incitation, subvention, incitation, c'est bien, mais il faut que ça se fasse avec un plan pluriannuel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ça pour 6 mois, 1 an, l'arrêter, redémarrer, arrêter. Les industriels ont horreur de ça. On a besoin de stabilité, donc il faut de la visibilité, il faut de la stabilité. Mais si c'est bien fait, vous allez, on va dire, inciter les industriels à investir.
Mais il faut que ça soit sur du moyen-long terme. Alors peut-être pas du très long terme jusqu'en 2040-2050, mais au moins sur les 5-10 prochaines années, d'avoir cette visibilité-là. Et si je prends par exemple la volonté politique, nous, en tant que fabricants de pompes à chaleur et de systèmes de réfrigération, climatisation, on applaudit l'objectif présidentiel, Emmanuel Macron qui a dit « il faut fabriquer d'ici 2027 1 million de pompes à chaleur en France ». Donc oui, il faut les fabriquer pour la France, mais je pense qu'il faut être aussi plus ambitieux. Il faut fabriquer en France, pour la France, mais aussi pour l'export. Oui, c'est important l'export, effectivement. Et je me tourne maintenant vers vous, Fabrice Domange. Quelles sont les stratégies à adopter pour piloter efficacement la gestion des risques climatiques? On est en plein dedans. Ouais, c'est un sujet c'est vrai que aussi. toutes les entreprises nous parlent en fait sur ces enjeux, comment protéger les infrastructures et la continuité d'activité. Bon, on sait tous que le dérèglement climatique frappe très fort. On a bien vu là, les ouragans Milton aux États-Unis, à Valence en Espagne. Enfin, ça devient, donc il y a de plus en plus d'entreprises perturbées totalement par ça. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, le Global Risk Report, qui est un rapport qui est fait par 1600 experts une fois par an pour le Forum économique mondial, qui est un rapport très intéressant parce qu'il relate tous les risques une fois par an, court terme et long terme. Gradé de 1 à 10. Le climat est tout le temps dans le top, notamment sur le long terme. Le court terme aussi, même si en fait ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de focus sur les problématiques de court terme, notamment la désinformation. Et tout le monde a conscience en fait que le climat est en train d'une bombe à retardement, mais tous les investissements en fait sont un petit peu cachés par rapport aux risques court terme. Ce rapport est très intéressant et surtout il montre aussi l'interconnexion des risques ensemble et la polarisation des crises. Notamment le climat qui va déréglementer des mouvements de population, qui va avoir un impact sur les politiques, sur des crises et puis sur l'économie. Donc ce rapport est vraiment très important. Les entreprises le lisent de plus en plus et c'est un support pour tout ce débat et notamment sur les meetings à Davos. Donc nous, nos experts Marsh McLennan travaillent beaucoup sur comment aider les entreprises à faire face à cette déréglementation climatique. Un exemple très fort en ce moment, c'est sur la supply chain, les chaînes d'approvisionnement. On a créé un outil notamment avec les équipes d'Oliver Wyman et de Marsh qui est basé sur l'intelligence artificielle et sur les photos satellitaires avec des partenaires qui travaillent avec nous pour travailler sur la chaîne d'approvisionnement des entreprises. Donc on a une entreprise qui va nous donner le nom de tous les fournisseurs dans le monde et avec l'intelligence artificielle et toute la base de données qu'on a avec les assureurs et nous-mêmes Marsh McLennan, on arrive à descendre sur des rangs 2, 3, 4 des fournisseurs et à travailler, faire des modèles sur les chaînes d'approvisionnement, où est-ce qu'il peut y avoir des moments de crise forte et qu'est-ce qu'elle doit faire comme stratégie pour changer un petit peu la façon de s'approvisionner. C'est un exemple concret pour répondre à votre question sur comment on aide vraiment, et cet outil s'appelle Centrix, et c'est un outil très très puissant qui en plus permet d'avoir tous les mois ou tous les trimestres des actualités en fait de ce qui se passe pour pouvoir de manière proactive changer les chaînes d'approvisionnement ou en tout cas prendre des décisions pour faire attention à ce qui peut se passer sur les chaînes d'approvisionnement, notamment dû au risque climatique, mais aussi au risque cyber, à d'autres risques aussi, mais surtout très climat en ce moment. Voilà. Et effectivement. Rachel Delacour, constatez-vous parfois des réticences pour engager les entreprises dans la transition écologique? Et comment lever ces freins pour faire de ce qui a pu apparaître comme une contrainte, une véritable opportunité? Oui, les réticences, elles sont toujours du même ordre, même si ça évolue, mais c'est non, mais je ne sais pas par quel bout le prendre, je ne sais pas par où commencer, et puis de toute façon, j'ai pas la donnée. Oui. Pour commencer à analyser et à mettre en place, et puis j'ai pas les ressources, mais surtout, d'abord avant tout, j'ai pas la donnée. Et en fait, on leur dit, mais vous avez la donnée. Vos données, elles sont déjà dans vos systèmes d'achat, elles sont déjà dans vos systèmes qui vont gérer vos chaînes de production, elles sont dans vos systèmes RH, elles sont dans votre SAP, dans vos ERP financiers, elles sont déjà là, ces données. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des acteurs technologiques qui sont organisés pour aller faire parler ces différents pixels de données-là en mode extra-financier pour les mettre dans les bonnes cases, pour faire que, grosso modo, vous puissiez lire ces données ESG que vous avez déjà en partie. Et même si vous ne les avez pas toutes, l'important, c'est de comprendre où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai déjà à la main, qu'est-ce que je peux commencer à comprendre, pour pouvoir organiser justement une réflexion, pour pouvoir éventuellement aller vous voir pour comprendre le risque court-moyen terme. Donc la réticence, c'est ça, et nous, notre réponse, c'est de dire, ce qui est injuste, très clairement, c'est que
Ça fait 20 ans, enfin plus de 20 ans que vous avez eu le temps, on va dire, de vous organiser au niveau financier, c'est-à-dire mettre les outils en place, avoir les bonnes ressources en interne, avoir les bonnes skills et les bons talents, les bons auditeurs internes, le contrôle de gestion, etc. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes tous équipés et il ne vous viendrait même pas en tête de ne pas suivre ces données-là ou de les outsourcer pour prendre vos décisions. D'accord ? On est tous d'accord avec ça. Ce qui est injuste, très clairement, c'est que sur l'extra-financier, on vous demande de faire ça dans la même possibilité d'audit, on va dire. On vous demande de mettre tout ça en place, les skills, les talents, le tooling technologique, etc., en très peu de temps, en moins de 3 ans, grosso modo. Donc ça, oui, ça peut être compliqué. La bonne nouvelle, voilà, comme je vous le redis, c'est que la technologie, en 2024, s'est organisée pour vous faire aller beaucoup plus vite sur ces sujets. Donc ce n'est plus forcément une excuse aujourd'hui, d'accord ? Et de toute façon, vous n'avez pas le choix. On a aussi une urgence climatique, on a aussi ces sujets de, comme on disait, Valence, je veux dire, on est à 47 milliards de coûts, je crois, enfin en tout cas, aux dernières nouvelles, peut-être même plus. N'empêche qu'il y a ça, de toute façon, les entreprises doivent se comprendre que c'est pour leur futur, quoi. On parle la durabilité, c'est pas juste un mot. Ok, c'est la définition, c'est sustainability. Ok, en français, ça donne quoi durabilité ? Non, on parle pérennité d'entreprise. Et moi, je rappelle que j'ai un exemple. J'étais au bord d'une entreprise qui fait de la distribution et de la production de vin, 300 millions de chiffre d'affaires, une grosse dizaine de pourcentage qui est réalisé avec les pays nordiques. Aujourd'hui, vu qu'ils ne sont pas assez capables, ils ont toutes les informations, mais ils n'étaient pas assez capables de synthétiser cette information, leur action ESG, leur plan de transition et de transformation dans leurs appels d'offres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire on ne renouvelle pas avec ce client qui nous amène quand même 10% de notre chiffre d'affaires. Et si on ne renouvelle pas avec lui, on n'a pas forcément beaucoup de chances d'aller en récupérer d'autres, des nouveaux contrats. Donc c'est quelque chose qui est de toute façon lu aujourd'hui dans votre capacité à aller chercher du nouveau chiffre d'affaires. Toujours cette espèce de cascade de je suis dans mon carbone et ton carbone, donc je suis dans ta chaîne de valeur. Et oui, si tu dois choisir entre une entreprise française qui fait moyennement les choses et une entreprise italienne qui a priori fait un peu mieux, le donneur d'ordre qui lui va être peut-être sous un couperet réglementaire encore plus important va vite faire le choix. Et ça marche pareil sur la bottom line. Donc les réponses à ça, c'est que vous n'avez pas le choix de toute façon que de piloter. On n'a pas le choix. Et plus tôt on le fait, plus tôt on est en avance, plus tôt on est compétitif versus la concurrence, quoi. Et franchement, comme je vous le disais, même ces entreprises américaines qui viennent vers nous pour s'équiper, elles nous disent de toute façon, peu importe la couleur à la Maison Blanche, dans 4 ans, s'il faut, on a complètement un revirement écolo, et tout le temps qu'on aura perdu à pas se mettre en ordre de marche, du coup, on n'aura pas été sur notre mandat de PDG à préparer l'entreprise. On sait où va le monde, je veux dire. Donc, on n'a pas le choix que de se dire qu'il faut, en tout cas, avoir la data. Et c'est vrai que le point de difficulté arrive toujours par le sujet de « j'ai pas la data ». Mais si, en fait, la data, vous l'avez tous dans vos systèmes, très clairement. Oui, mais il y a aussi le volet quand même économique. Et après la publication du rapport Draghi sur l'avenir de la compétitivité en Europe, au lendemain des élections américaines et de la COP29, on sent bien que le contexte politique n'est plus aussi favorable à la décarbonation de l'industrie et des pays, y compris en France, où le Premier ministre Michel Barnier et le patronat français remettent en cause la directive CSRD. Même les fonds ESG se contractent en Europe. Dans ce contexte d'incertitude politique, comment soutenir alors les entreprises volontaires qui souhaitent réaliser de lourds investissements dans leur transition vers un modèle plus durable et économiquement viable ? Donc là, je me tourne vers vous, Monsieur Roche. Quel message souhaitez-vous adresser aujourd'hui au pouvoir public pour faire bouger les lignes et plus rapidement en France et en Europe ? Le contexte est compliqué. On l'a vu ce matin et le pessimiste était palpable. Je pense que les bonnes intentions ou les bonnes idées ne suffisent plus. Et on a parlé de réindustrialiser la France et je pense qu'on est vraiment au cœur de ce challenge. On peut se féliciter des 6 milliards qui sont investis par le Crédit Impôt Recherche pour aller développer de nouvelles technologies. Et je vous ai donné des exemples et on en entend par ailleurs qui se passent en France. Donc il y a vraiment une opportunité. Maintenant, il faut qu'elle soit économiquement viable. Et je pense que c'est ça que je vais essayer de demander comme support au gouvernement. C'est au-delà des premières preuves de concept,
au-delà des premières réalisations qui commencent à être commerciales, mais à une capacité réduite, il est difficile pour les entreprises françaises de faire le pas vers vraiment cette production massive, ce que j'appelle le passage à l'échelle. Donc c'est sur ce point qu'on aimerait être accompagné, qu'on aimerait que nos clients et nos partenaires soient encore plus accompagnés pour vraiment faire fructifier les innovations. Parce qu'autrement, on va avoir nos innovations, nos ressources. Allez, on a parlé beaucoup d'États-Unis ce matin, parce qu'il est plus facile d'y produire, parce qu'il est plus économique d'y produire, parce qu'il est plus intéressant aussi d'y produire. Donc peut-être un levier, pour donner un des exemples, on aide énormément l'investissement, ce CAPEX, avec des subventions qui sont non négligeables en Europe. On pense moins à l'OPEX, à la production. Et si on arrivait à aider le producteur, les producteurs, à la sortie de leur production, à la tonne, au kilogramme de ce qu'ils produisent, ça pourrait être un levier supplémentaire pour faciliter l'industrialisation dans notre pays, ou en tous les cas, en Europe. Et n'oublions pas que faire ça, c'est aussi le plein emploi que l'on vise, mais la formation, le développement des ressources. Donc quand on a cette évasion aux États-Unis, elle n'est pas pour rien. Le contexte est compliqué, peut-on en faire une opportunité? Nos clients qui ont décidé d'investir, non pas en Europe, mais aux États-Unis, se rendent compte qu'il n'est pas facile d'avoir les subventions de l'IRA. Avec ce qui vient d'être annoncé ces dernières semaines, ça sera peut-être encore un peu plus difficile. Et justement, c'est probablement une opportunité pour l'Europe de renforcer ses aides, et encore une fois, sur l'industrialisation. Maintenant, on voit beaucoup de retard, on voit beaucoup de délais, et je ne pense pas qu'il faut en avoir peur. Il faut encore prendre ça sur le bon côté des choses, où ça nous permettra de prendre le temps d'avoir des solutions qui sont économiquement viables. Et ça, c'est la clé. Oui. Pas simplement durable, mais économiquement viable. Et ne négligeons pas aussi, on a de très belles idées, mais l'utilisateur ou le consommateur doit aussi adopter ces solutions. Et ça aussi prend du temps. Donc si on utilise ce temps pour ce faire, être plus viable économiquement et avoir l'adoption, je pense qu'on peut vraiment gagner en opportunité. Et c'est la demande que je fais d'accompagner les industries et de continuer ces aides. Nous sommes mobilisés, et je suis sûr dans la salle, tout le monde l'est. Le consommateur est prêt à faire ce geste responsable de plus en plus. Donc au pouvoir public aussi de nous aider à ne pas manquer cette opportunité. D'accord, très bien, c'est très clair. Merci. Et de votre côté, alors Thierry Trudet, quelles sont vos recommandations ? Je vais d'abord rebondir sur ce qu'a dit Rachel, sur l'espace-temps. On a parlé de dizaines d'années pour mettre en place la gestion financière des entreprises. Aujourd'hui, on va très vite sur le CSRD, sur toutes les normes autour des défis écologiques. Pourquoi ? Parce que le monde est en train de changer très très vite. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple de l'Espagne, 47 milliards. Imaginez-vous ce qu'on pourrait faire avec 47 milliards dans une économie. Là, ça va être une économie de reconstruction et pas de développement. Donc là, on a vraiment des enjeux qui sont devant nous, qui ne sont pas uniquement liés à la crise économique qu'on va vivre en France parce que le budget ne va pas être voté, parce que... Donc moi, mon message, c'est gardons le cap, ne lâchons rien. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui va empirer demain. Si on lâche aujourd'hui parce qu'on a un épiphénomène à un moment donné, on va au-devant de gros ennuis. Donc ça serait mon premier message. Ensuite, il y a un message de compétitivité, d'attractivité et de souveraineté. On en a parlé avant. Les entreprises qui ne seront pas capables de démontrer qu'elles ont fait les bonnes démarches, qu'elles ont pris les bons engagements, qu'elles ont fait des changements dans leurs moyens de production, dans la façon dont elles appréhendent leur système économique et leur système industriel, seront derrière, elles ne seront pas devant. Donc elles seront impactées impérativement. Donc c'est collectivement qu'on va pouvoir changer les choses. Et c'est parce que le monde est en train de changer. Nous changeons tous et c'est pour ça qu'on a ces défis écologiques devant nous. Et le dernier point, ce sont les consommateurs. Les consommateurs sont à la demande de tout ça. Ils nous demandent de changer la façon dont on opère, la façon dont on produit. Donc c'est une équation qui est vertueuse, qui va aller dans un sens où les consommateurs vont acheter des produits qui vont répondre à ces défis. Donc mon message c'est ne changeons rien, gardons le cap, continuons à investir dans ces technologies, dans le développement durable, parce que c'est une obligation. C'est plus un choix. Oui, clairement. Fabrice Domonge, le temps avance, donc je vais vous demander d'être assez court. En quoi la mise en conformité avec les régulations CSRD, TCFD, peut-elle renforcer la compétitivité des entreprises sur le long terme ?
Je vais être très simple pour le temps. En fait, il faut juste comprendre quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement d'enjeux climatiques qu'il y a des problématiques pour l'entreprise où en fait, on n'est plus assurable. Ça devient assez lourd en fait. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, c'est pas un enjeu de conformité ou pas, c'est un enjeu de pouvoir de business continuity, de faire en sorte que l'entreprise fasse de la prévention, prenne tout ce qu'on a dit en considération, travailler sur des modèles, c'est pour ça qu'on les aide beaucoup, pour avoir des dossiers qui leur permettent de pouvoir être assurés par les assureurs. Et qu'il y a un moment, un exemple, un centre de vacances, enfin une entreprise qui a plusieurs centres de vacances et qui d'un seul coup a des problématiques climatiques où en fait on ne peut plus avoir d'assurance, et ben en fait elle peut plus ouvrir en fait. Donc en fait ça devient vraiment quelque chose de très clé. Donc c'est très important de travailler sur cette prévention, très important d'avoir des choses bien en place justement pour faire attention et pas avoir de sinistres répétés, parce qu'à un moment elle ferme la porte parce qu'elle peut plus être assurée. Ouais, effectivement. C'est tout simple. Ou alors les primes s'envolent et ça coûte tellement cher à l'entreprise qu'elle peut plus faire face à ces coûts-là et plus être assurée et pas ouvrir. Oui, donc c'est un impératif, clairement. Ouais, très court. Oui, bien sûr. Et donc pour vous, Didier Genois, la France a-t-elle assez de talent pour mettre en œuvre la transition écologique? Alors, en France, on a un excellent système éducatif, je l'ai pointé tout à l'heure. Je pense qu'il faut anticiper, c'est quels sont les besoins de demain. Besoins en termes qualitatifs de formation et en termes quantitatifs. Si je prends l'exemple que je donnais tout à l'heure sur solutions durables, décarbonées, par exemple remplacement des chaudières par les pompes à chaleur, demain il va falloir des techniciens qu'on appelle frigoristes pour installer et maintenir ce genre d'équipement. Aujourd'hui il y a une vraie pénurie sur ce genre de métier. Alors c'est des métiers, on se dit technique, c'est pas forcément très valorisant, c'est sale, c'est fatigant. La réalité est complètement différente. Donc nous en tant qu'industriels, il faut qu'on ouvre nos portes pour montrer que l'industrie, ça peut être propre, pas bruyant, pas fatigant et très sécuritaire en termes d'environnement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en termes d'image. Si on veut expliquer aux jeunes, plutôt que de s'orienter vers l'école de commerce, la médecine ou autre, c'est aller travailler pour l'industrie. Parce que vous allez participer, par exemple, à développer ou alors à mettre en service ou à maintenir des équipements qui vont décarboner le monde et qui vont aider le climat. Et donc, je pense qu'en termes d'image, il faut parler avec les jeunes pour qu'ils comprennent ce genre de message. Donc, non pas technicien frigoriste, mais vous allez participer à sauver le monde. Et c'est une image qui est complètement différente. Donc, je pense qu'on a un travail au niveau industriel ou pouvoir public pour expliquer que l'industrie et les métiers techniques sont aussi des métiers d'avenir. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire, c'est travaillons avec le gouvernement et flécher les investissements dans l'éducatif là où il y aura des créations d'emplois demain. Oui, la sensibilisation, oui, c'est très important, effectivement, en parler. Avant de clôturer cette table ronde, j'aimerais quand même vous poser une dernière question, très courte, enfin la réponse, j'entends. Comment faire rimer durabilité et compétitivité? Bruno Roche. Simplifier, ça rime. Simplifier pour avoir des directives atteignables. Très bien. Didier Genois. Je pense qu'il faut saisir l'opportunité et être ambitieux. Très bien, merci. Rachel Delacour. Moi, je pense qu'il faut tenir bon sur la CSRD, parce qu'on oublie un petit peu trop que cette CSRD, elle est extraterritoriale aussi, et que c'est pas juste un problème que nous avons. Ça ne doit pas être vécu comme un problème que nous avons nous. Nous, on nous a imposé le dollar pendant des décennies. Je pense que ce serait pas mal que l'Europe impose cette CSRD, qu'elle tienne bon et on fera partie des entreprises les plus avancées, donc les plus pérennes, donc les plus compétitives. Et voilà, juste tenir bon là-dessus. C'est très vertueux, en fait. Oui, effectivement. Et donc, vous, Thierry Troudet? Je dirais stabilité et visibilité. Continuons avec nos engagements et les pérenniser dans le temps. D'accord, très bien. Et Fabrice Demange, pour le mot de la fin? Plus pragmatique, nous, de Marsh McLennan, on veut inciter et continuer à inciter les assureurs à valoriser, avec des bonus, avec des conditions meilleures sur les primes, la démarche d'entreprise sur la réduction d'empreintes et l'écologie. Par exemple, on a des assureurs avec qui, si jamais l'entreprise met de l'argent pour faire de la prévention ou des études et des audits, a une réduction de primes et a des avantages pour pouvoir être assuré. Et il faut qu'on incite ça un petit peu parce que l'assurance, le secteur de l'assurance a un jeu primordial sur ces sujets-là. Bien sûr. Merci à tous. Je vous invite à poursuivre le débat autour d'un cocktail déjeunatoire dans l'Atrium. Merci.